Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que je n'ai pas d'invité avec moi. Je suis tout seul. Je suis à re:Invent, à la conférence AWS re:Invent à Las Vegas. C'est une conférence annuelle où AWS en général fait les annonces de nouveaux services et de nouveaux produits. 65 000 clients et partenaires assistent à cette conférence cette semaine à Las Vegas et ils ont la possibilité d'assister à plus de 3000 sessions techniques, des workshops, des sessions avec présentation et démo, et puis les keynotes également. Il y a 3 keynotes à re:Invent, une le lundi faite par Peter DeSantis, notre VP Global Infrastructure, le mardi avec Andy Jassy, le CEO d'AWS, et le mercredi une keynote un peu plus technique avec Werner Vogels. Donc je ferai plusieurs épisodes au fur et à mesure de la semaine, et je vais essayer de vous résumer les principales annonces qui ont été faites pendant cette conférence. Alors, l'ordre que je vais choisir est l'ordre chronologique des différentes annonces. Et évidemment, ce podcast est un peu biaisé parce que je ne peux pas parler de tout. Par exemple, dans les 2 dernières semaines, avant la conférence re:Invent, il y a eu plus de 240 annonces de nouveautés dans les différents services. Donc évidemment, ici, en un quart d'heure, 20 minutes, je ne vais pas parler de tout. Je vais biaiser sur des thèmes qui me tiennent à cœur et qui, je pense, vous tiennent à cœur également. J'aurai un autre épisode du podcast AWS dédié aux annonces sur machine learning et sur l'intelligence artificielle, parce qu'il y a vraiment trop de choses à dire là. Ça ne tenait pas dans ces 15 minutes-ci. Et si tout va bien, Julien Simon, notre principal évangéliste sur machine learning, me rejoindra plus tard dans la semaine. Donc là, je fais un peu de teasing pour un épisode à venir. Donc re:Invent, ça a commencé dimanche soir et les principales annonces que nous avons fait juste avant re:Invent dans les jours qui viennent. J'en ai retenu quelques-unes pour vous. La première, elle est assez surprenante. C'est Amazon Braket. Amazon Braket, c'est un nouveau service dans le domaine du quantum computing. Tout le monde entend parler du quantum computing. C'est ces ordinateurs qui traitent l'information un peu différemment des ordinateurs traditionnels qui ont des 0 ou des 1. Dans le monde du quantum computing, chaque bit ou chaque collection de bits n'est pas nécessairement 0 ou 1. Il peut y avoir plusieurs états, ce qui permet de traiter énormément d'informations et de faire des calculs très rapidement sur l'ensemble de ces informations. On parle de qubit, QUBIT en matière de quantum computing. Et avec Amazon Braket, on vous donne un service sous la forme de Jupyter Notebook qui vous permet justement de pouvoir expérimenter les qubits et de travailler avec des quantum circuits en Python avec accès à certaines de ces librairies. Nous allons aussi donner accès à des ordinateurs quantiques dans le cloud et nous annonçons la disponibilité d'un Quantum Solution Lab qui est un endroit où vous et nous pourrons partager et collaborer sur des solutions liées à des ordinateurs quantiques. Amazon Braket annoncé dimanche, pardon. Dans les nouveaux services également, juste avant re:Invent, nous avons annoncé EC2 Image Builder. Vous êtes nombreux à construire des EMI, des images de machines virtuelles. Netflix, par exemple, fait ça depuis des années. Dès qu'ils changent quelque chose dans leurs applications, leur pipeline d'intégration continue et de déploiement continu génère, c'est l'artefact de déploiement pour eux, une image EMI. Et générer des images EMI, il fallait quand même coder pas mal de choses si vous vouliez automatiser la chose. Et donc, EC2 Image Builder est un nouveau service qui vous permet de créer des pipelines d'intégration continue, de déploiement continu, qui produisent des images EMI que vous pouvez ensuite déployer et démarrer des instances Amazon EC2. Quelques changements dans les load balancers également, avec 2 changements à remarquer. Le premier, c'est les weighted target groups. Donc vous savez que derrière un load balancer, vous devez créer un target group qui définit vers quoi vous voulez load balancer, des instances EC2, peut-être des
des adresses IP ou des fonctions lambda ou des containers, par exemple. Et maintenant, vous pouvez mettre plus qu'un target group derrière un listener et définir un poids pour ce target group. Vous pouvez dire 80% du trafic va sur ce target group-là et 20% du trafic va sur un autre target group. À quoi ça sert? Ça sert à faire des déploiements en blue-green deployment, par exemple. Vous pouvez déployer votre nouvelle infrastructure sur de la nouvelle version de votre application et envoyer une partie du trafic de production vers ce target group. Autre nouveauté dans les load balancers, il y a une nouvelle politique de load balancing. Jusqu'à présent, c'était du round robin, donc chaque instance recevait tour à tour les requêtes. On peut aussi maintenant, le load balancer permet aussi de définir une politique de load balancing qui dit j'envoie à l'instance qui a le moins de connexions, et donc a priori l'instance qui est la moins partagée. Donc ça, c'était des nouveautés annoncées juste avant ou juste au début de re:Invent. Quoi d'autre dans ces nouveautés-là? J'essaye de regarder ma liste en même temps. Ah oui, les tables DynamoDB ont une nouvelle fonctionnalité. Vous savez que sur DynamoDB, vous créez des tables et depuis quelques années maintenant, vous pouvez créer des global tables. Une global table, c'est une table qui est automatiquement répliquée sur plusieurs régions. Les global tables, ancienne version, avaient quand même un défaut majeur. Il fallait créer ces global tables quand la table était vide, avant qu'il y ait des données dans la table. Et donc, vous deviez anticiper vos besoins multirégions dès le moment de création de la table, ce qui n'était pas toujours très pratique. Maintenant, avec les nouvelles global tables, vous pouvez convertir une table existante avec des données dedans en global table et transparemment, de façon transparente, au fil de l'eau, nous allons, au DynamoDB va répliquer vos données sur plusieurs régions. Ça, c'était les principales annonces avant la keynote d'Andy Jassy qui se tenait mardi matin, heure de Las Vegas, donc mardi en fin de journée si vous nous écoutez en Europe. Donc la keynote d'Andy Jassy, c'était 3 heures, entre 8h et 11h du matin. Voici ce que j'en ai retenu. Première chose, Amazon avait annoncé l'année passée la création de processeurs ARM Graviton qui vous permettent de lancer des instances EC2 avec un ratio prix-performance assez intéressant, moyennant le fait que les packages que vous devez utiliser soient disponibles sur ARM, ce qui est le cas pour la plupart des packages. Parce que le Linux est disponible sur ARM. Si vous tournez des applications Python, Node.js, JavaScript, Java, tout ça, ça fonctionne sans aucun souci sur ARM. Si vous développez en C, C++, il faut souvent recompiler vos applications. Mais la plupart des applications fonctionnent exactement de la même façon sur des processeurs ARM que sur des processeurs Intel ou AMD, avec l'avantage pour les processeurs ARM de donner un ratio coût-performance qui est assez intéressant. Aujourd'hui, nous avons annoncé la 2e génération de Graviton, donc des nouvelles instances, les instances M6G, C6G et R6G qui vous donnent entre 1 et 64 corps et jusqu'à 512 GB de mémoire pour un ratio prix-performance qui peut aller jusqu'à 40% moins cher que des instances équivalentes dans le monde Intel ou AMD. Donc si vous avez des workloads qui tournent bien sur ARM, jetez un coup d'œil à ces nouvelles instances qui sont préannoncées pour le moment. Regardez les specs. Tous les services dont je parle, j'ai oublié de le dire au début, mais ça va de soi, je mets le lien dans les notes de cet épisode, donc vous allez dans votre application de podcast, vous aurez les liens vers tous les nouveaux services dont je parle. Autre chose qu'Andy a annoncé dans le domaine du compute, de l'exécution du code, c'est quelque chose qui était très demandé par nos clients depuis très longtemps, c'est la disponibilité de Amazon EKS sur Fargate. Alors là, je vais expliquer quand même un tout petit peu si vous n'avez jamais entendu ce que c'est qu'EKS et Fargate. EKS, c'est un service managé pour tourner des clusters Kubernetes dans le cloud. Donc il y a 3 moyens de tourner des clusters Kubernetes ou des clusters de Docker, de containers dans le cloud. Il y a ECS qui est notre système d'orchestration de containers qui existe depuis quelques années déjà, qui vous permet de démarrer extrêmement simplement. Si vous avez des clusters existants sur Kubernetes, vous pouvez les déployer sur EKS, qui est un service managé pour tourner des clusters Kubernetes.
Et puis Fargate a été introduit l'année passée. C'est un service managé pour aussi tourner des containers. Ça permet de faire un cluster ECS, mais sans que vous ayez à gérer des instances Amazon EC2 vous-même. Donc vous ne voyez plus les instances, c'est nous qui les gérons. C'est ce qu'on appelle du serverless pour les containers Docker. Et jusqu'à présent, vous pouviez faire du serverless Fargate sur le cluster ECS, mais pas sur Kubernetes, pas sur EKS. Et donc, disponible dès aujourd'hui, Amazon EKS sur Fargate. Vous pouvez faire du vrai serverless avec vos clusters Kubernetes. Dans le monde du stockage, on a un peu parlé Data Lake et on a parlé d'S3. Et une des complexités remontées par nos clients quand on utilise S3, c'est de pouvoir gérer l'ensemble des permissions d'accès à S3. Quelles sont les applications, les personnes qui ont accès aux données qui sont dans S3. Souvent, s'il y a plusieurs applications qui ont accès à des données dans S3, ça fait des bucket policy qui peuvent être assez complexes, assez longues, où vous risquez par erreur de donner accès à une application qui n'a pas besoin d'avoir accès à ces données. Donc pour simplifier l'accès au bucket S3 et la gestion des paramètres des access policies à S3 à grande échelle, Amazon a annoncé aujourd'hui Amazon S3 Access Point. Un access point, c'est une URL pour parler à S3 et vous pouvez créer plusieurs URL pour chacun de vos buckets et surtout sur chaque URL vous pouvez mettre une access policy spécifique. Donc maintenant si vous avez une nouvelle application qui a besoin d'accéder à des données existantes dans S3, plutôt que d'aller changer les politiques IAM existantes sur le bucket, vous pouvez créer un nouvel access point, mettre une policy spécifique à cette application sur cet access point et puis distribuer l'access point à vos développeurs. Donc ils auront un autre endpoint, un autre nom de hôte et un autre nom de domaine que le domaine traditionnel pour accéder à Amazon S3. Et évidemment, ça marche dans un VPC ou ça marche avec des accès publics Internet si vous avez une application mobile ou web, par exemple, qui doit accéder à S3. Donc, on pense que Access Point va vous permettre de résoudre le problème de gestion des permissions d'accès à grande échelle sur S3. Alors, tant qu'on était dans le stockage, Redshift a eu sa part d'annonce également. Il y a des nouvelles instances pour tourner des clusters de database, de data warehouse Redshift. Jusqu'à présent, les dernières instances étaient des DC2. Maintenant, on propose la version RA3, qui sont des instances jusqu'à 64 terabytes de stockage par nœud et jusqu'à 48 vCPU, en génération 3 en tout cas, pour tourner vos clusters Redshift. Donc, si vous avez des gros besoins de compute et de stockage sur Redshift, n'hésitez pas à regarder ces nouvelles instances RA3. C'est la première fois aussi que ces instances permettent de séparer la gestion du compute et la gestion du stockage, comme on le fait sur Aurora par exemple, et d'autres bases de données, où vous pouvez scaler différemment votre nœud de stockage des besoins CPU de votre cluster. Tant que je suis dans Redshift, deux nouvelles fonctions dans Redshift également. Data Lake Export, donc vous pouvez exporter vos données de Redshift vers S3 très facilement maintenant, avec une commande SQL Unload qui va créer vos données au format Parquet par exemple, où vous pouvez les analyser avec Athena ou les rentrer dans un cluster Big Data, un cluster EMR. Et l'autre possibilité, tant qu'on est en train de parler d'Athena et de EMR, ce sont une possibilité de faire des federated queries, donc la capacité à partir d'un cluster Redshift d'accéder à des données qui ne sont pas uniquement dans Redshift, mais des données qui vivent en dehors de Redshift également. Si vous avez des données dans un Data Lake S3 par exemple, ou des données dans Amazon RDS, Relational Data Service avec Postgres, ou Aurora avec Postgres, vous pouvez maintenant accéder à toutes ces données depuis vos query analytics sur Redshift. Donc, vous pouvez déclarer des schémas externes à Redshift et faire des select from where qui balayent plusieurs sources de données. Donc, c'est ce qu'on appelle la fédération de queries sur Redshift. Tant qu'on est en parler de bases de données, vous savez que chez AWS, on pense qu'il est nécessaire d'avoir différents systèmes de bases de données pour différentes
workload pour différents types d'applications. Un seul système de base de données ne peut pas répondre à tous les besoins. C'est fini l'époque où on avait une base de données relationnelle monolithique pour l'ensemble des services ou des applications de votre société, de votre organisation, et que chaque service, chaque microservice doit s'adapter et utiliser la meilleure base de données. C'est pour ça qu'on a des bases de données relationnelles, évidemment, des bases de données NoSQL, bases de données documents avec DocumentDB, des bases de données en mémoire, key value. Et aujourd'hui, on introduit pas une nouvelle catégorie vraiment, c'est toujours dans le monde du NoSQL, mais un nouveau service de base de données qui s'appelle MCS pour Amazon Managed Apache Cassandra Service. Donc si vous tournez des bases de données Cassandra, jusqu'à présent, vous deviez gérer vos clusters vous-même sur des instances EC2 avec des EBS, et tous nos clients nous disaient c'est quand même assez difficile de gérer des clusters Cassandra à grande échelle. Donc maintenant, vous avez une possibilité de pouvoir déléguer la gestion de vos clusters Cassandra à AWS. C'est un service serverless, donc vous ne verrez pas les instances EC2. C'est nous qui les gérons pour vous. Vous allez dans la console, vous démarrez votre base de données Cassandra et nous gérons les détails de bas niveau d'infrastructure, de stockage, de scalability, de création du cluster pour vous automatiquement, de manière à ce que vous puissiez vous concentrer sur votre application et pas sur les low-level details, pas sur les détails de l'infrastructure. Tant qu'on parle d'infrastructure, 2 dernières annonces que j'ai notées pour vous aujourd'hui. La première, comment je vais pouvoir expliquer ça? C'est un nouveau service qui s'appelle des local zones. Vous savez que dans des régions AWS, on a 22 régions aujourd'hui, il y a des availability zones, des zones de disponibilité, qui sont des groupes de data centers qui sont séparés en matière de risque. Beaucoup de nos clients nous disaient ça serait bien si on pouvait avoir un peu plus de bande passante, de CPU, de mémoire, mais aussi moins de latence, avoir nos facilités de compute qui sont plus proches de chez nous. Et des clients typiques qui demandaient ça, c'était les clients de l'industrie du cinéma, par exemple, sur la côte ouest des États-Unis, qui se trouvent à Los Angeles. Et les 2 régions les plus proches pour eux, c'est Portland, Oregon, certainement, et probablement une région au centre des États-Unis, mais on n'a pas de région à Los Angeles. Donc une local zone, c'est quoi? C'est une availability zone qui n'est pas vraiment dans la région où elle est. C'est une availability zone qui étend une région. Donc maintenant, pour la zone US West 2, qui est l'Oregon, on a les 3 availability zones classiques, US West 2, A, B et C, mais on va aussi trouver US West 2, LAX 1A et LAX 2. Ils sont des availability zones déportées pour permettre aux industries proches de la région où elles sont déportées d'accéder aux services de compute et de stockage avec moins de latence. Je vous laisse lire les détails dans le très bon post de Jeff Barr sur le blog AWS What's New, et je mets le lien évidemment dans les notes de ce podcast. Le dernier point dont je voulais parler aujourd'hui dans cet épisode, parce que j'ai déjà dépassé la barre des 15 minutes, c'est un service qu'on a annoncé l'année passée, au fait, Outpost, mais qui était en preview, en bêta pendant 1 an et qui maintenant est disponible, AWS Outpost. Donc l'idée d'Outpost, c'est de mettre un rack avec du matériel chez vous, dans votre data center, pour les use cases où vous avez besoin de proximité avec le reste de votre infrastructure. Typiquement les use cases industriels, où vous voulez que vos instances EC2 ou votre stockage soient physiquement proches de votre chaîne de production industrielle pour réduire la latence. Donc vous pouvez commander un rack de matériel chez nous. Ce rack sera entièrement géré par nous. Vous n'avez absolument rien à faire, si ce n'est le connecter au réseau et le connecter à une alimentation électrique. Il se gère avec les mêmes API et la même console AWS que vous avez l'habitude d'utiliser. Et sur ce rack, vous aurez un subset des services AWS. Vous aurez
EC2 évidemment, vous aurez EMR, vous aurez RDS en preview pour le moment, vous aurez des services de stockage, EBS, Amazon S3 en preview également, et ECS, EKS. Donc vous allez pouvoir démarrer des clusters de containers Docker par exemple. Donc Outpost est disponible aujourd'hui en Amérique, en Europe et en Asie. Vous pouvez commander votre rack ou vos ensembles de racks et vous les faire livrer pour les installer dans vos data center. C'est un petit morceau d'AWS qui arrive près de chez vous. Voilà pour les principales annonces faites à re:Invent 2019. On est mardi aujourd'hui quand j'enregistre ce podcast, donc ce n'est que le deuxième jour de la conférence. Il y aura une autre keynote plus technique demain avec Werner et je referai un épisode de podcast demain pour résumer les principales annonces faites par Werner Vogels au troisième jour de re:Invent. Je termine en vous donnant quelques chiffres que Andy Jassy a cité pendant sa keynote. D'après les analystes, AWS a presque 48% de market share, de part de marché aujourd'hui dans le monde du cloud public. 57% des instances Windows qui tournent dans le cloud quelque part tournent sur AWS. Et avec tous les nouveaux services que nous avons annoncés, nous sommes maintenant à 175 différents services que vous pouvez utiliser pour construire vos applications et construire vos solutions sur AWS. Voilà, je vous retrouve demain pour un autre épisode du podcast AWS en français, édition spéciale re:Invent. Je vous retrouverai jeudi également pour un épisode dédié aux annonces faites sur machine learning et intelligence artificielle avec comme invité Julien Simon. Merci de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'hésitez pas à nous laisser vos feedbacks et vos commentaires comme d'habitude sur les plateformes de podcast. Vous nous trouverez sur Deezer, sur Twitch et dans l'application Apple Podcast également. Vous laissez des petits pouces vers le haut si vous avez bien aimé, des petits pouces vers le haut si vous n'avez pas bien aimé aussi, et incendiez-moi sur Twitter. Vous pouvez me laisser votre feedback sur mon Twitter personnel, Sebsto, S-E-B-S-T-O. Merci, à la prochaine. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.